écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre partenaire la FIT, Fondation pour l'innovation et la technologie. Et pour tout savoir sur leurs différentes actions et soutiens, vous pouvez consulter leur site internet www.fondation-fit.ch. Dans nos podcasts, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Géninem, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valentin Gonzi, un entrepreneur qui a démarré son voyage entrepreneurial avec une première start-up pendant ses études de droit et qui quelques années plus tard va cofonder Clover, une scale-up qui révolutionne l'accès aux énergies renouvelables en Europe. On va parler pivot, no-code, vision et hypercroissance. Bonjour Valentin. Salut Cyril. Merci à toi de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc Valentin Gonzi, 28 ans, né à Genève, grandi à Genève. J'ai étudié aussi à Genève, donc vraiment pure souche. J'ai étudié le droit. J'ai fait un bachelor, un master, école d'avocature, un brevet d'avocat. J'ai vraiment fait la totale. Aujourd'hui, je vis entre Genève et Berlin, où je travaille pour Clover, la boîte que j'ai fondée. Quand on fait droit et qu'aujourd'hui tu travailles pour une start-up, on aura l'occasion d'expliquer ce que fait Clover et où vous en êtes. T'as toujours voulu travailler comme ça dans une start-up ? Comment t'as dévié tu fais ton stage d'avocature, comment on dévie de ça à Clover ? Ouais. Alors, comme tu le sais, vu qu'on était déjà en contact à l'époque, j'ai eu la chance pendant mes études de droit, de lancer une première start-up avec un de mes meilleurs amis, Yannick Blum, qui s'appelait Infinite. Donc, l'idée d'Infinite, c'était construire une sorte de TripAdvisor du monde de la nuit. Donc, basiquement, on prenait des données de Facebook Events et en fait, on les agrégait et puis on permettait aux gens de voir ce qui se passe autour d'eux, les événements en fonction de leur goût. Ça, c'était quand ? Ça, c'était... c'est une bonne question. 2017, 2016-2017, donc tout début de mon bachelor en droit. Et donc ça se déclinait sous une application mobile et aussi un software un peu SaaS pour les établissements, donc boîtes de nuit, bars, salles de concert, sur lesquels ils pouvaient manager leurs events de manière digitale. Donc ils pouvaient vendre des tickets en ligne, gérer des réservations de table, ce genre de choses. Rien à voir avec le droit. Rien à voir, et honnêtement, je sais pas pourquoi on a recommencé Infinite ensemble. Je crois que c'était vraiment venu du besoin en tant que jeune à l'université, en disant on n'arrive pas à trouver des événements, des soirées de manière structurée, organisée. Pourquoi ça n'existe pas ? Faisons-le. Et donc vous faites Infinite. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? On fait Infinite, donc on commence, je pense, 2016-2017. On fait bien entendu plein d'erreurs. La première commençait par une application mobile parce qu'on trouvait ça cool, alors que c'était à l'époque très très compliqué à développer, encore plus qu'aujourd'hui. C'est toi qui l'avais codé ou c'était ? Non, c'était Yannick, mon cofondateur, qui lui étudiait à l'EPFL, donc c'était assez propice. Donc on développe les applications, on se lance. Finalement, on a beaucoup de traction en Suisse romande. On a la chance d'être bien couvert dans les médias, notamment grâce à l'EPFL qui avait fait une sorte de press release. Beaucoup de traction, ça veut dire quoi ? Je pense qu'en tout, on a eu 100 000 téléchargements de l'application avec, je pense, 20 000 monthly active users. Donc c'était, en tout cas, de l'aspect B2C et marchait plutôt bien. Et donc on a eu cette traction, on a développé l'application mobile, on a développé la solution aussi pour les professionnels. Mais ce qui s'est passé après 3 ans, je pense, d'expérience, c'était l'été 2019. On a eu de la peine à sortir une sale passe avec Facebook qui a complètement coupé les vannes sur les datas après le scandale Cambridge Analytica. Donc c'est-à-dire que nous, en fait, on utilisait leur API pour obtenir tous les événements qui se passaient dans les villes, Genève, Lausanne, Paris. Et finalement, du jour au lendemain, ils ont décidé qu'ils coupaient. Donc, on a cherché des solutions alternatives. Il y en avait. Donc, ça a été quand même un premier coup dur. Et donc, en parallèle de ça, on avait aussi beaucoup de peine à convertir, en fait, cette traction en revenus. Notamment, un des problèmes, c'était qu'on se basait pas mal sur la pub. Donc, promouvoir ces événements à l'intérieur de l'application. Et c'était vraiment l'époque aussi où Facebook était devenu très très fort avec Instagram, avec les pubs, donc le début des pubs Facebook, Instagram, où en fait on promettait un peu la lune aux organisateurs d'événements puisque voilà, on montait, si tu donnes 100 francs, tu peux toucher 100 000 personnes. Peu importe qui tu touches, peut-être c'est des personnes qui sont pas du tout intéressées par sortir, mais voilà, il y avait ça. Donc c'était très dur de concurrencer avec ça. Et donc finalement aussi, mon associé Yannick est parti aux États-Unis pour travailler chez Apple. Moi, je me sentais pas de continuer l'aventure tout seul. Et du coup, l'été 2019, on a décidé d'arrêter. Et donc, si je me trompe pas, c'est 6 mois, plus ou moins avant le Covid.
Donc voilà, je pense que de toute façon, le Covid aurait eu raison de nous 6 mois plus tard. Mais pendant cette période-là, t'étais étudiant. J'étais étudiant, exactement. C'est comment d'être étudiant en droit et à côté d'avoir une start-up tech qui a quand même une de l'attraction. Moi, on rencontre avec Genilem beaucoup d'apps. J'en ai pas vu qui ont 100 000 téléchargements comme ça dans les premiers mois, les premières années. C'est comment faire coexister les deux, étudiants et start-upers? J'étais bien occupé, je crois. Je dois dire que la chance que j'avais, c'est que j'avais pas besoin de travailler énormément pour mes études. Un peu de facilité pour les examens et choses comme ça. Donc finalement, je crois que je passais c'est plutôt la priorité, c'était Infinite. Et quand j'avais le temps, période d'examen, on s'arrêtait et je mettais bouchée double pour réviser. Après, c'est vrai que c'était toujours une frustration pour nous deux, lui à l'EPFL, moi ici en bachelor en droit, de pas pouvoir juste mettre parce que forcément en période d'examen, bon là on doit quand même se recentrer un peu sur l'école et voilà, on a toujours eu cette envie de passer à plein temps, ça s'est pas fait en tout cas à ce moment-là. Le plus gros apprentissage d'Infinite pour toi, c'est quoi? C'est vraiment de valider son idée et valider les choses avant de les développer. Et c'est pas que je dis pas que Infinite ne répondait pas à un besoin, je pense que c'est le cas, sinon on nous paraît cette traction. Mais on a basé beaucoup de choses sur des prémices, des choses qu'on pensait vraies, sans vraiment les tester, sans les confronter aux gens. Et en fait, on a vraiment perdu des mois, des années, vraiment, je pense, 1 ou 2 ans de développement pour rien, alors que peut-être si on avait vraiment une méthode un peu plus lean, où on était allé parler directement aux gérants d'événements, en leur présentant une fonctionnalité qui peut-être marchait pas, qui était juste un PowerPoint, ça aurait marché beaucoup plus vite. C'est juste que nous, on avait toujours c'était un peu cette naïveté de dire il faut que le produit soit parfait, il faut qu'on développe cette fonctionnalité en plus et celle-là, et après ça marchera bien. Et finalement, je pense que c'est vraiment la mauvaise approche. Donc, tu as cette première expérience avec Infinite, vous arrêtez Infinite, tu étais encore en études, après tu as fait ton stage d'avocature, c'est juste? Exactement, donc on arrête, été 2019, je pars en Erasmus, donc voilà, un peu plus tranquille, profiter aussi de la vie après ces quelques années de travail dur. Et ensuite, bon voilà, moi je fais mon stage pour devenir avocat, je vais au bout de ça, avec toujours un peu cette étincelle au fond de moi qui un peu s'est essoufflée, mais toujours là, qui peut-être j'ai envie de relancer quelque chose un jour, mais voilà, il faut que j'aille au bout de ce parcours, il faut que j'ai ce diplôme d'avocat. Et donc, je fais mon stage à l'ENSECHTELIN, une grande étude de la place. Et vraiment, c'est au fur et à mesure du stage que cette envie d'entreprendre renaît. Elle se développe petit à petit, surtout sur la fin. Et je me convainc finalement que dès que j'aurai mon diplôme d'avocat, j'allais recommencer un truc. Donc, tu savais que tu faisais ton diplôme d'avocat tout en sachant que tu deviendrais pas avocat? Ouais, sur en tout cas la deuxième partie de mon stage, qui est donc une année et demie, c'est environ ce qu'on me demande de faire. Et je dirais qu'à partir de 9 mois, je me suis dit, c'est cool, j'aime bien, c'est pas un problème, je pourrais faire ça toute ma vie. Mais c'est le bon moment pour recommencer une nouvelle aventure. Et pourquoi t'as fini le stage? Alors, il y a des moments où j'hésitais parce que faut dire que c'est pas non plus facile, c'est assez demandant, hein, c'est des grosses horaires. Après, il faut encore faire cet examen du barreau qui est hyper stressant parce que toute ta vie se résume à ces 5-6 heures. Mais voilà, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Et puis, bon, voilà, c'est toujours aussi une sécurité d'avoir ce diplôme comme ça, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Tu dirais que cette envie d'entreprendre, c'était plus une envie c'était justement ça, c'était plus une envie d'entreprendre ou une envie de pas devenir avocat? Non, c'est clairement une envie d'entreprendre. Infinite, cette première expérience, peu importe comment ça s'est terminé, pour moi, ça m'a toujours laissé un goût. C'est juste magnifique. J'ai jamais eu l'impression de travailler une seule minute. Pour moi, c'était tout le temps du plaisir, peu importe les week-ends, les soirs, période d'examen ou pas. Et du coup, ça m'a donné un peu ce truc où j'étais convaincu que je savais ce que c'était et je savais que j'adorerais ça. Et du coup, c'est resté là et c'était pas une idée, c'est pas ne pas devenir avocat. Non, ça, je pense pas. Parce que je pense que c'est un super métier et c'est passionnant. Mais c'est juste que voilà, je savais que ça me plairait encore plus. Et en plus, autour de toi, dans ta famille, il y a aussi des gens qui entreprennent. Tu peux nous dire 2 mots? Oui, exactement. Donc, en fait, j'avais un grand frère avocat, un grand frère entrepreneur. Il a fallu choisir. J'ai peut-être commencé par le côté droit, et ensuite j'ai pivoté. Mon grand frère Sacha, effectivement, a aussi créé une société ici qui s'appelle Green Time. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été, pendant ces années, un exemple, ou en tout cas une source de motivation, parce que je voyais ce qu'il faisait et je me disais, c'est exactement ce que je faisais à Infinite et j'adore ça et finalement, je devrais recommencer. Donc voilà, c'est clair que c'était motivant. Ça, j'adore ça. C'est quoi? C'est faire des choses? Je pense que c'est créer.
c'est aussi avoir cette variété de challenges, de défis au quotidien qui sont tous différents et il faut tous y répondre. Ouais, je crois que c'est un peu un mélange de ça. Et donc, ça, tu es allé le rechercher donc à la fin de tes études. Enfin, tu finis ton stage d'avocature. Et là, c'est quoi? C'est feuille blanche? Tu cherches absolument quelque chose? Comment ça se passe? Exactement. Non. Alors, c'est peut-être pas le choix le plus rationnel que j'ai fait. Ça a peut-être fait un peu peur à mère, mais du coup, vraiment, je finis mon stage, je passe ce brevet. Et à la place de revenir dans l'étude où je travaillais, je décide de juste arrêter et de chercher une idée. Et donc là, commence un peu un processus de recherche plus ou moins structuré. Je me rends compte que ça me plairait bien de me lancer dans quelque chose dans le secteur de la fintech, donc tout ce qui est finance. Et je commence à regarder un peu ce qui se fait à l'étranger et je m'intéresse à un projet particulier en France qui s'appelait BRICS, qui s'appelle toujours BRICS, qui permettait en fait de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Et j'ai vraiment adoré l'idée, la vision, le fait que cette classe d'actifs ne va pas être réservée qu'à une certaine partie de la population, mais que tout le monde devrait être capable de pouvoir investir dans l'immobilier. Et donc, je me dis, voilà, je valide un peu l'idée, le business model. Et je me dis, pourquoi pas lancer ça, la version suisse de BRICS. Donc, je commence à développer un premier MVP, juste donc vraiment une esquisse de plateforme. Je le fais moi-même et là c'est un grand choix dans ma vie, c'est qu'en fait j'apprends l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui le no-code, donc cette possibilité qui existe aujourd'hui à n'importe qui de créer des applications, des sites internet sans savoir coder. Voilà. Donc moi j'avais des bases de code parce qu'avec Infinite j'ai été un peu bercé là-dedans, donc j'avais besoin de faire des petites choses en SQL, en Python, mais je suis pas du tout un ingénieur, j'ai jamais étudié l'informatique. Et quand on m'a dit apparemment, tu pourrais développer ta plateforme toi-même. J'ai dit, attends, comment ça? Parce que, moi, ça a toujours été mon grand challenge dans ma vie. Ça a été, j'ai plein d'idées, mais je peux pas les exécuter parce que j'ai toujours besoin d'un ami développeur ou d'engager quelqu'un et on perd beaucoup de friction, on perd du temps, on perd de l'effort et finalement, ces idées ne se réalisent pas. Donc, quand on me dit, j'ai entendu parler de ce truc, ça s'appelle le no-code et apparemment, tu pourrais le faire toi-même. Pour moi, c'est un déclic. J'y vais. Là, je suis encore engagé. J'ouvre ce site et j'apprends et je teste et je me dis effectivement c'est pas mal, mais je pense qu'il y aura des limites. Je vais avoir des limites avec ce no-code. Puis j'avance, puis je vois que ces limites se repoussent. Et finalement, je me dis ouais, je peux développer ma plateforme là-dessus. Tu pensais que ça serait quoi les limites? Moi, en fait, j'étais resté sur le no-code de l'époque. C'était Wix, des choses comme ça où voilà, on peut construire un e-commerce, on peut construire des sites vitrines. Mais on peut pas développer une plateforme comme Infinite, par exemple. Un truc qui met en lien, où tu peux vendre des tickets, etc., où il y a des processus de paiement, où il y a des databases assez complexes. Et finalement, là, je me rends compte que oui, je peux le faire. C'est juste une question il faut que j'apprenne et il faut que j'y mette du temps. Et du coup, je suis juste rentré à fond là-dedans. J'ai passé 3 mois à développer ma plateforme donc d'investissement immobilier, jusqu'à avoir une première version. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé une première communauté d'investisseurs. On a financé un premier bien immobilier dans le Valais, en Suisse. Et donc, j'ai pu un peu valider cette idée à travers ce MVP que j'avais développé moi-même. Et ça change quoi? Alors pour moi, c'est un game changer. Parce que je pense que la première étape, en tout cas une startup, c'est le 0 to 1. Pour moi, c'est vraiment là où on a des hypothèses, on doit les valider. Et alors, bien sûr qu'on peut valider sans développer, mais le fait d'avoir, pour moi, la possibilité, en tant que fondateur, de soi-même implémenter notre vision, pour moi, c'est un game changer. Parce qu'on gagne tellement de temps. Pour dire un truc, je sais pas, je me dis, ce bouton, je devrais le déplacer de là à là. À la place de demander à mon développeur, de lui expliquer pourquoi, à chaque fois, c'est de l'énergie, c'est du temps, je le faisais juste moi-même. Et en fait, c'est tellement satisfaisant au début parce que j'ai besoin de cette rapidité d'itération pour aller le plus vite possible et pour voir ce qui marche, puisque dans une startup, le temps est limité, que en fait, j'ai juste gagné tellement de temps et tellement d'efficience que pour moi, c'était vraiment un game changer. Et donc, tu valides ce business model avec ce premier bien immobilier en Valais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis le début, j'étais tout seul sur cette idée de projet. Mais je me sentais que j'avais envie de trouver quelqu'un d'autre parce que de l'expérience aussi passée avec Infinite, j'ai adoré le fait d'avoir un cofondateur. Je pense que c'est une relation super intéressante humainement et aussi c'est carrément une épaule sur laquelle se reposer. Je pense que c'est dur d'être tout seul. Et du coup, j'ai commencé à chercher en parallèle donc de développement de cette plateforme quelqu'un.
Et je me suis inscrit sur une sorte de plateforme de matchmaking qui est créée par Y Combinator, c'est cet accélérateur startup américain, et qui permet un peu comme un Tinder de mettre ses préférences qu'on cherche et il match avec des gens. Donc moi j'avais mis Suisse, quelqu'un qui a pas d'idée, quelqu'un qui est prêt à rejoindre et quelqu'un qui est pas forcément technique. Et j'ai matché, je crois, une dizaine de profils et j'ai fait une dizaine de calls. Et il y en a un en particulier où vraiment, je me souviens, j'ai raccroché, j'ai regardé ma copine dans l'autre pièce et j'ai dit, je crois que je l'ai trouvé. Et c'est devenu aujourd'hui mon associé, Joe Dog Petchart, chez Clover. Et donc voilà, un peu spoiler alert, Joe Dog travaillait sur l'idée de Clover en Allemagne, à Berlin. Il est zurichois, mais il travaillait là-bas. Moi, je travaillais sur mon idée qui s'appelait Rock, donc cette plateforme d'investissement immobilier. Et finalement, c'était un processus qui s'est pas fait du jour au lendemain, mais voilà, il m'a convaincu en fait d'abandonner mon idée et de le rejoindre sur l'idée de Clover. Alors c'est quoi Clover? Clover, donc notre but c'est fournir des services aux petites et moyennes entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, donc tout ce qui est installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur, de batteries, etc. Et de leur fournir des solutions de financement intégrées dans leur processus de vente et des solutions de software pour digitaliser leurs opérations. Faut savoir que aujourd'hui le marché par exemple du panneau solaire il est couvert à 85% par des PME. Donc les très très grandes entreprises qui font ça, elles représentent finalement une très très petite partie du marché. Et il est clair que pour atteindre les objectifs de transition énergétique qu'on a, on a besoin que toutes ces PME continuent à fournir leurs services. Sauf que voilà, aujourd'hui on est arrivé dans une période où c'est plus que les gens qui mettent des panneaux solaires, c'est plus que les gens qui ont vraiment une passion, qui sont vraiment intéressés et qui vont faire l'effort. On arrive vraiment un peu dans le mass market, comme on dit. Et ce mass market, il a besoin d'outils différents. Il a besoin de financement, parce que pas tout le monde peut se permettre un investissement de 50 000 francs comme ça, sur un coup de tête. Il a besoin de solutions aussi plus digitales, de compréhension, d'éducation, etc. Et donc finalement, l'idée de Clover, c'est de fournir tous ces services à ces installateurs pour qu'ils puissent en fait délivrer leurs services à tout le monde. C'est quoi qui t'a excité dans ce projet? La vision de pouvoir vraiment connecter, de faire un impact, d'avoir un impact sur le monde. Et bien entendu, avec Rock, donc mon idée d'investissement immobilier, je la voyais aussi. Pour moi, il y avait quelque chose de noble de permettre à tout le monde d'investir. C'est quelque chose qui m'a toujours touché, le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'investir dans les actions, etc. Et je me disais, pourquoi pas l'immobilier? Et finalement, là, je voyais aussi cette mission, cette vision d'avoir un impact sur l'environnement assez concret. Même si, voilà, personnellement, alors bien sûr, je suis sensible à ça comme tout le monde, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça m'a quand même, ça a attiré ma curiosité. Et en me renseignant sur le marché, j'ai trouvé, en fait, super intéressant le fait que c'est quelque chose de récent et c'est quelque chose qui bouge en permanence. Il y a des innovations toutes les 2 ans, tu vois, des nouvelles batteries, des nouveaux trucs. Donc, on est dans un marché très vibrant et très, je dirais, satisfaisant intellectuellement parce qu'on en apprend toujours plus et c'est en constante évolution. Tu rejoins donc ton associé en tant que quoi? C'est plutôt, il est venu chercher quoi? Le côté légal, le côté codeur autodidacte? C'est quoi qu'il est venu chercher? C'est clairement le côté codeur autodidacte. Je suis pas sûr que je peux m'appeler un codeur, mais en fait, lui, ce qui l'a vraiment impressionné chez moi, c'était que j'avais développé cette plateforme moi-même alors que j'avais pas de background. Que finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermé dans ma cuisine pendant 3 mois. J'ai appris et j'ai exécuté. Et quand il a vu le résultat, lui, il le dirait mieux que moi, mais lui, il a trouvé ça super impressionnant. Et il s'est dit, il faut qu'on s'associe, qu'il développe le côté tech. Et lui, il s'occupe du côté business. Il a quoi comme background, lui? Lui, il était déjà entrepreneur. Il a monté une boîte assez successful dans la gestion d'événements digitaux pour les grandes entreprises. Et avant ça, il a fait étudier du business. Il a travaillé un peu dans la finance. Donc plutôt côté entrepreneuriat, business. Donc vous êtes sur cette plateforme, cette plateforme Y Combinator pour le matchmaking de cofondateurs. Il partage sa vision. Tu matches ses critères à lui. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on s'associe comme ça avec une personne qu'on connaît pas? Ouais, faut dire que c'est pas facile. C'est plusieurs rendez-vous, on passe des jours ensemble, on travaille un peu sur mon projet qui était beaucoup plus concret. Lui, il était vraiment que au stade de l'idée. Il avait 3 slides et puis une vision. Moi, j'avais quelque chose de très concret, un premier MVP, une première communauté d'investisseurs.
Donc on travaille en principe tous les deux, mais déjà pour voir si on travaille de la même manière, si on est aligné sur voilà la culture de la boîte qu'on veut créer, les choses comme ça. Et petit à petit, on se rend compte qu'en tout cas, il y a un bon match, vraiment un très très bon match en termes de personnalité. Il reste la question sur qu'est-ce qu'on va travailler. Quand tu dis un bon match sur la personnalité, tu peux nous matérialiser ça? Oui, je sais pas si ça s'explique. Je dirais que déjà en tant que personne, c'est une personne avec qui je me voyais m'enfermer des nuits blanches et travailler dur, et aussi après avoir une bière et rigoler ensemble. Et donc il y avait ce côté un peu humain que j'adorais. Et ensuite, en termes de travail, des skills amenés, je voyais vraiment des skills complémentaires. Et ça, pour moi, c'est ce qui a été un déclic, c'est que voilà, moi, j'amenais un peu ce côté cartésien, peut-être un peu du droit, un peu je m'enferme dans ma cuisine, je travaille, je développe la plateforme. Je pense que je suis assez bon dans tout ce qui est produit, justement, digital, etc. Et lui, je voyais vraiment qu'il était très, très bon à lever de l'argent, donc à convaincre, à parler. Du coup, je pense qu'il était aussi très, très bon en sales. Et bien sûr, il avait aussi ce background d'entrepreneuriat qui était... Voilà, j'étais sûr que je pouvais apprendre beaucoup de lui aussi. Et donc, vous décidez de lancer Clover? On décide de lancer Clover, qui s'appelait autrement à l'époque. Ça s'appelait Solid, je crois. On est en quelle année, là? On est quand? On est en juin 2023, pas si longtemps. Donc il y a une année et demie, parce que là on enregistre, on est en février 25. Exactement. Et on se met les deux et on se rend compte que dans la vision de Clover, il y a cette énorme partie d'offrir du financement aux installateurs de panneaux solaires. Et c'est là où on bloque un peu, on se dit, bon, voilà, ni toi ni moi, on a les compétences pour monter une structure de financement pour financer, je sais pas, 1 milliard sur les 5 prochaines années. Et du coup, on se met en recherche d'un troisième cofondateur, parce qu'on se dit qu'on a besoin de quelqu'un qui sache quand même ce qu'il fait dans ce domaine-là. Et c'est là où on rencontre notre troisième cofondateur, Peter, qui lui, en fait, travaillait sur l'idée de Clover en Suède. Et via des investisseurs, on a été mis en lien. Et en fait, lui, il manquait l'aspect tech que nous deux pouvions apporter. Nous, on manquait l'aspect finance que lui pouvait apporter. Et ni une ni deux, encore je résume un peu, hein, ça a pris un peu plus de temps, mais ni une ni deux, on a décidé que c'était une bonne idée de fusionner. Là encore, vous avez passé quelques jours ensemble pour travailler, enfermés dans une cuisine ou ailleurs pour voir si cet humain prenait aussi avec ce troisième ou pas? Alors, on a passé, même pas tant que ça, je crois qu'on a passé une soirée ensemble en Espagne parce que c'était l'endroit où on pouvait se rencontrer le plus facilement. On a passé une soirée, on s'est rendu compte que de nouveau, humainement, ça marchait bien, qu'en termes de compétences, c'était complémentaire. Et ensuite, on s'est engagé, mais je dirais pas hyper définitivement, en disant, bon, on va faire quelque chose, on va créer un pitch deck ensemble, avec notre team, les trois, et on va voir si on arrive à lever de l'argent ou si on a de l'intérêt. Et si on voit que on arrive à lever de l'argent et qu'il y a de l'intérêt, on formalisera un peu tout ça. Donc un peu, on se met au test, on teste notre relation. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a créé ce pitch deck ensemble et on allait voir des fonds d'investissement. Et quand on a senti que ça commençait à prendre, on a formalisé les choses. Et qu'est-ce qui a convaincu, tu penses, un peu ces fonds d'investissement, enfin ces premiers investisseurs? Tu pourras nous en dire plus après, mais c'est quoi? C'est la vision? C'est quoi? Alors, la vision, clairement. Parce que je pense que dès le début, on a très très clairement dit que nous, notre but, c'était de créer une licorne et c'était de créer quelque chose qui aura de l'impact mondial. Je pense aussi que donc mon associé suédois, lui, il avait déjà un peu de traction, donc c'est-à-dire qu'il avait déjà lancé un produit financier, il travaille avec quelques installateurs, et je dois dire que ça fait la différence entre juste avoir un PowerPoint ou avoir un PowerPoint et quelques marques qui montrent qu'il y a quelque chose. Donc je pense que ça aide, et je pense que les investisseurs, ils ont vu surtout une équipe solide. Parce qu'au pre-seed, voilà, on est tellement early stage, on a quelques clients, on est vraiment en phase presque bêta. Moi, j'avais développé du coup une nouvelle plateforme dans nos codes de nouveau. Voilà, et j'ai fait cette fois en 10 jours. En 10 jours, j'avais quelque chose qui, en tout cas, si tu cliquais aux bons endroits, tu pouvais faire une démo et tu pouvais croire que tout marchait bien. Donc en une semaine, on a fait ça. Mais voilà, ce que je vais dire, c'est que je pense qu'à ce stade, ce qui est important pour les investisseurs, c'est vraiment l'équipe. Et je pense qu'ils ont vu cette complémentarité. Et ils se sont dit, c'est un bon pari. C'est un bon pari parce que tu peux nous partager un petit peu aujourd'hui sur où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis cette soirée en Espagne? Ouais, donc on s'est associés, on a commencé à lever des fonds. Je crois qu'on a bouclé notre pre-seed en septembre 2023. On a levé 2 millions avec un fonds londonien, 9900 Capital, qui est un fonds de climate tech, et avec un fonds plus fintech QED, qui est un gros fonds basé à New York.
Donc là, on s'est lancé et très vite, on s'est dit bon, la Suède, c'est sympa, on a déjà une activité commerciale là-bas, mais nous, vraiment le grand marché qu'on voit, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est le numéro 1 du panneau solaire, c'est là où il y a la plus grande adoption d'énergie renouvelable en Europe. C'est un des plus grands pays, c'est le plus gros marché européen, entre parenthèses. On a mon associé Joe Doc qui parle allemand, qui s'est dit moi je déménage à Berlin, je vais monter la boîte là-bas. Donc très vite on se dit ok, le focus ça va être l'Allemagne. Et donc on s'installe là-bas et on commence donc à démarcher des clients, des installateurs. Et je dirais que donc à partir de janvier on a commencé et on a vu très vite pas mal de traction. À tel point qu'au bout de 4-5 mois, on a déjà réussi à lever un nouveau round, un seed round de 5 millions, cette fois avec Lower Carbon, qui est un fonds climate tech basé dans la Silicon Valley. Et donc, on a pu vraiment scaler nos opérations depuis. Donc, il y a 1 an, on a engagé notre premier employé. Aujourd'hui, on est environ une 30aine. On est actif surtout en Allemagne, comme j'ai dit, mais on a aussi développé en Hollande et puis on est toujours actif en Suède, quand même, historiquement. Et aujourd'hui, Clover, c'est plus d'une centaine, des centaines d'installateurs et des dizaines de milliers de clients finaux qui ont accès à l'énergie renouvelable à travers nous. C'est impressionnant la vitesse. Quand même, on n'a pas forcément cette habitude-là dans les startups qu'on peut rencontrer par ici en Suisse. Toi, justement, en tant que Suisse, avec ton parcours, ça change quoi en tant que Suisse, d'aller sur ce marché-là et avec cette vitesse et cette traction? Alors, moi, je dois dire que c'est vrai que j'ai toujours j'aurais toujours trouvé très compliqué, j'ai pensé que c'était très compliqué de partir et d'aller s'installer dans un marché qu'on connaît pas. Par exemple, nous, pour l'Allemagne. Mais c'est vrai que j'avais toujours aussi ce sentiment que voilà, la Suisse, c'était un petit marché qui est fragmenté à cause de la barrière du langage, on le sait. C'est très, très compliqué de s'établir en Suisse alémanique après et vice-versa. Donc il y avait toujours cette idée en moi que c'était une bonne idée d'aller chercher un marché plus grand, mais toujours un peu cette peur de voilà comment on le fait en pratique. Et finalement, on se rend compte que c'est possible et qu'il faut juste se lancer. Moi, je pense que voilà, du point de vue de la Suisse, je pense que c'est quand même un marché très intéressant. Mais c'est vrai que voilà, on a cette fragmentation qui rend le truc un peu plus compliqué. Et pour les investisseurs, tu penses que c'est plus attractif d'investir dans une boîte européenne que dans une boîte suisse ou c'est égal? Ah non, c'est sûr que nous, si on n'avait pas parlé dès le début que notre objectif c'était le marché allemand, on n'aurait pas réussi à lever de l'argent. Ouais. La taille du marché. La taille du marché. Et donc vous passez donc de votre premier employé, donc il y a à peine une année, à 30. Pourquoi ils vous rejoignent tous ces gens-là, vous? Ouais, alors je dois dire que l'engagement s'est fait. Je pense qu'on a réussi à engager vraiment des personnes très 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 douées, et il y a plusieurs raisons pour cela. Je pense qu'une des raisons, c'est effectivement avec les levées de fonds qu'on a fait, ça fait un peu de bruit dans la presse. On lève aussi beaucoup de dettes de côté pour soutenir notre activité de financement, donc ça fait vite des articles de presse. Et voilà, les gens quand ils cherchent le nom d'une société, ils tombent sur les articles de presse, TechCrunch, etc. Ils se disent c'est sympa. Parce que la dernière que vous faites, elle est conséquente. Voilà, on a levé 100 millions l'année passée de dettes pour pouvoir financer donc toutes ces installations de panneaux solaires à travers nos installateurs. Et c'est vrai que c'est des chiffres qui tapent à l'œil. Donc ça, c'est clairement quelque chose d'important. Je pense que la deuxième raison qu'on arrive à attirer des talents, c'est quand même la vision qu'on a à Clover. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis le début. Qu'on a vraiment commencé les trois, on s'est assis dans une pièce pendant 2 jours, et même si moi j'étais très très sceptique, parce que moi j'ai plus un caractère de voilà, je veux commencer, je veux faire, je veux exécuter, voilà, la stratégie on verra, c'est pour plus tard. Mais mon associé Joe Doc, lui, il était plutôt c'est important, crois-moi, mon expérience, il faut qu'on définisse clairement notre mission, notre vision, nos principes, et c'est ce qu'on a fait. Donc en fait on est parti tout simplement de voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, et on s'est dit on veut toucher le plus de monde possible, on veut donner accès à l'énergie renouvelable au plus de monde possible, et à partir de là on a réussi à définir notre mission statement, comme on dit, qui est aujourd'hui we want to connect 1 billion people to renewable energy. Donc on veut connecter 1 milliard de personnes aux énergies renouvelables, et de là on a défini tout ce qui serait nos principes, nos valeurs, etc. Et je pense que les gens quand ils ont le choix entre 2 offres d'emploi, peut-être similaires en termes de conditions salariales ou même de type de société, et qu'il y en a une qui a une vision quand même qui est peut-être un peu plus noble que l'autre, je pense que ça aide.
C'est difficile à se mettre d'accord sur cette vision ou Je crois que dans notre processus, ça a été assez facile. Je pense qu'il a été compliqué, c'est mettre des mots sur les choses. C'est-à-dire vraiment définir ce mission statement qu'après, on va répéter toujours en boucle, définir ces principes qui vont être vraiment ancrés dans notre processus d'engagement et à qui on va demander à tous les candidats de les lire vraiment et de nous dire s'ils adhèrent pas. S'ils adhèrent pas, c'est vraiment important qu'on l'identifie maintenant. Donc je pense qu'on a été assez alignés sur l'idée, mais ça a pris un peu de temps à formuler tout ça. vous vous êtes fait aider ou il y a des méthodologies que tu as trouvées que tu pourrais partager avec des auditeurs? On a été, alors le côté mission, vision, on l'a fait nous-mêmes. Par contre, ensuite, pour définir les principes de notre société, on a été aidé par une consultante en HR. Qui nous a beaucoup aidé à structurer tout ça et à en faire un document qui est lisible et compréhensible pour tout le monde. Alors, mis à part le fait qu'effectivement, c'est peut-être attractif pour certains talents, ça change quoi au quotidien d'avoir ces principes et cette vision, ces missions? Je pense que ce qui est pas mal, c'est que ça permet de rattacher des choses à ça tout le temps. C'est-à-dire que, je sais pas, on va se fixer des objectifs pour le deuxième trimestre. On va dire, je sais pas, on veut connecter 200 installateurs en plus sur notre plateforme. On peut toujours dire, OK, donc ça, c'est combien de clients finaux, combien de personnes qui finalement auront accès à l'énergie renouvelable. Et du coup, des fois, même des objectifs qui sont pas forcément très sexy sur le papier peuvent devenir intéressants et peuvent motiver tout le monde parce qu'on arrive à rattacher ça à notre vision finale. Nous, notre but, c'est d'avoir dans le bureau, on l'a pas encore, mais d'avoir vraiment ce compteur en live de nombre de personnes qu'on a connectées et d'avoir assez de digits pour faire un milliard. Donc, ça, c'est notre but. Et le fait de passer donc de 1 à 30 aussi rapidement, d'avoir une croissance assez rapide, c'est facile, c'est dur? C'est dur. C'est très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend vraiment compte maintenant. Parce que c'est de l'onboarding, c'est du travail, c'est de forcément passer d'une structure où on peut être un peu désorganisé à une structure où on a besoin de process. Et tout ça, ça prend du temps. Et comme je disais, nous, on est une start-up, on veut bouger vite. Et donc forcément, des fois, on casse des choses. Sauf que quand on casse des choses et on est 4, 5 dans la boîte, ça va. Quand on est 30, ça a beaucoup plus d'impact. Il y a aussi beaucoup plus d'attentes, j'ai l'impression, du management, d'avoir une vision plutôt claire et exécutée. Donc oui, ça change beaucoup de choses et il y a beaucoup de défis. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment se concentrer là-dessus et être sûr qu'on puisse passer de 30 à 100 de manière assez smooth. C'est l'objectif? C'est l'objectif, clairement. Ouais. Nous, là, l'idée, c'est de faire une série A cette année, donc continuer sur notre lancée et puis en tout cas doubler les effectifs d'ici à la fin de l'année. Une des méthodologies qui vient souvent quand on lit dans la littérature tout ce qui est scaling, etc., c'est la méthode des OKR, Objective Key Result. C'est quelque chose que vous utilisez, que vous n'utilisez pas? Oui, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on a fait dès le début. Donc, en fait, une fois qu'on a eu cette vision, cette mission, connecter 1 milliard de personnes, on s'est dit, comment on va le faire? Et donc, on s'est dit, du côté du produit, donc mon côté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens ils aient accès. Et c'est très visionnaire, toujours les OKR. On commence très, très haut. One-click access. Donc, en un clic, on pouvait avoir des panneaux solaires sur son toit. C'était l'idée. Ensuite, du côté finance, ce serait un autre truc et un autre truc. Et on part un peu très très haut. Et ensuite, on a décomposé c'est de plus en plus bas pour arriver finalement en limite à des fonctionnalités. Donc finalement, sur mon produit, je veux que, je sais pas, tu puisses faire ton onboarding de manière automatisée sur ton smartphone. Donc ça, c'est un peu très concret en bas. Mais tout ça, ça remonte finalement à ton OKR le plus grand. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un système un peu pyramidal. Tu as le haut, donc l'objectif ultime, puis après que tu déclines en, disons, 3 KR, et puis le KR devient le nouveau haut, qui lui va décliner en nouveau 3, donc on est vraiment sur quelque chose de pyramidal comme ça. Exactement. Et ça, ce que vous aviez mis en place au début, c'est toujours actif? C'est toujours actif. À début de chaque quarter, donc chaque trimestre, on les redéfinit. Et ça, je pense que c'est important parce que une startup early stage comme nous, ça change quand même vite les choses. Donc, des fois, on regarde un peu les OKR de 2 trimestres précédents, on se dit, ah ouais, ok, on avait une vision, on avait quelque chose, et maintenant, ça a été prouvé différemment, donc il faut juste s'adapter. Donc, je pense que c'est hyper important, aussi parce que ça donne une sorte de responsabilité individuelle aux gens. Je pense que quand on dit aux gens, voilà, notre but, c'est, je sais pas, je veux dire quelque chose au bol, hein, mais c'est qu'on ait 100 installateurs qui utilisent cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, les gens qui travaillent dans le produit, les gens qui travaillent dans la sales, ils vont vraiment pousser dans cette direction parce que s'ils atteignent ce but,
ils se sentent un peu, il y a une certaine fierté d'avoir amené la société à cet endroit-là. Donc c'est très important, mais je pense qu'ils doivent être actualisés fréquemment, surtout quand on est early stage, pour qu'ils restent relevants, pas qu'on s'enferme dans des choses qui sont pas forcément, qui sont juste plus relevantes. Et ça, c'est un travail que vous faites les 3 fondateurs, c'est vous intégrez des équipes managériales, comment ça marche? Nous, on le fait en équipe. Donc l'équipe produit va définir ses OKR, qui vont ensuite présenter aux autres équipes, et ensuite on aligne s'il y a besoin, mais toujours dans cet esprit pyramidal. Donc on a notre vision et puis ça découle. Tout le monde tire dans la même vers le sommet de la pyramide. Vous êtes combien d'équipes? Donc il y a l'équipe produit. Il y a l'équipe produit, il y a l'équipe finance opération et il y a l'équipe sales. Et donc chacun présente ses OKR. Elle nous explique pourquoi ça va nous amener à l'OKR au-dessus et après on peut aussi challenger. Hein, voilà, nous on pense que par exemple en produit vous vous concentrez un peu trop sur des fonctionnalités sales et peut-être vous devrez améliorer tous nos processus internes. Pour le côté finance. Donc voilà, après, il y a toujours cette tension entre les différentes équipes qui, je pense, est saine et naturelle, mais toujours dans l'idée de trouver les OKR qui nous amènent au même endroit. Les gens de l'équipe produit, ils ont accès aux OKR des autres équipes ou pas? Oui. Ouais. Nous, on fait ça de manière transparente parce que je pense que c'est aussi un défi quand on scale, c'est que les gens, ils comprennent vraiment la boîte, hein, parce que c'est vrai que nous, on se rendait compte au début, nos premiers employés, ils sont vraiment early stage, ils sont impliqués dans tout et ils connaissent tout. Et aujourd'hui, moi, des fois, je parle à quelqu'un qui me demande une fonctionnalité et puis très vite, on se rend compte qu'en fait, cette personne, ça fait 3 mois qu'elle travaille ici, puis elle a jamais utilisé encore vraiment le software en tant que tel. Et donc, c'est clairement l'idée, c'est de pas trop créer de silos, mais plutôt de continuer à avoir cette sorte de tronc commun où tout le monde comprend plus ou moins ce qui se passe dans les autres équipes. Merci pour tous ces partages opérationnels. Moi, j'ai une autre question qui me vient par rapport à cette vision qui a un impact, une vision un petit peu idéale, et le fait d'avoir des investisseurs qui sont souvent pas forcément très motivés par la vision, mais plus par des economics. Comment vos investisseurs ils sont rattachés à cette vision ou pas? Tu peux nous en parler? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est sûr que il faut leur vendre quelque chose, hein, sinon ça va être compliqué. Une vision? On leur vend une vision ou on leur vend des métriques à court terme? Un peu des deux. Une vision de comment Clover va devenir l'operating system du monde des énergies renouvelables. Donc, on va pas seulement rester dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais on va vraiment se décliner, on va fournir des solutions d'énergie nous-mêmes, on va fournir beaucoup plus de software, on va pouvoir vraiment devenir quelque chose de holistique un peu à travers tout le marché. Tu parles d'operating system, carrément. Ouais, on parle d'operating system. Ouais, c'est clairement ça. L'idée, c'est que on devienne à terme l'assistant, enfin le software, le partenariat en fait de toutes ces PME pour gérer toutes leurs opérations. Que ça commence par les sales, le financement, la communication avec clients, le planning de l'exécution de l'installation. Et voilà, et tout. Donc c'est vraiment la vision qu'on a, et ça je pense que c'est important parce que c'est vrai que quand on rentre avec un modèle venture capital, comme tu le sais et beaucoup de gens le savent, ils ont vraiment un peu ce côté asymétrique. Il faut vraiment qu'il y ait un potentiel énorme, donc d'où la taille de marché qui doit être importante. Et aussi je pense qu'il faut dès le début leur vendre ça. Si on voit un peu trop petit, voilà, si déjà le fondateur il y croit pas qu'il peut créer une licorne ou une décacorne ou je sais pas combien de milliards ça doit valoir, ils vont se dire ça commence mal. Donc je pense que ça c'est très très important pour nous. Et comment ça coexiste avec notre vision, comme tu dis, un peu idéale, je pense que c'est pas forcément opposé, parce que ce qu'on on leur montre, c'est que en connectant 1 milliard de personnes aux énergies renouvelables, on arrive aussi à générer énormément de valeur. Et ça, je pense que c'est important que les gens ils comprennent que les énergies renouvelables ou l'écologie en général, c'est pas forcément opposé, en tout cas de mon point de vue, à la croissance économique. Et il y a des gens qui pensent que oui, il y a que la décroissance qui peut permettre de lutter contre le défi climatique qui nous attend. Mais nous, au contraire, on voit qu'avec les solutions de panneaux, les solutions d'énergie renouvelable qu'on installe, le client peut gagner de l'argent, Clover peut gagner de l'argent et on peut amener plus d'énergie renouvelable dans le réseau. Donc gagnant, gagnant, gagnant. Mesurer, justement, c'est cette création de valeur monétaire. Ça, c'est pas trop compliqué, puis on le fait depuis des années, c'est de la comptabilité. Puis on calcule, l'unité, c'est l'unité monétaire, des euros, des francs, on s'en fiche. Sur le côté impact, vous mesurez l'impact que vous avez ou pas? On essaye.
On essaye en tonnes de CO2 sauvées. Bien entendu, c'est quand même je dirais que c'est un sujet sensible. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention aux chiffres qu'on donne, parce que c'est beaucoup plus compliqué ce qui en a l'air. Moi, je me souviens d'un workshop qu'on avait avec un expert. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un Genevois, un expert de justement comment quantifier l'impact environnemental des sociétés. Et lui, il travaillait avec des grandes sociétés du type, je sais pas, Coca-Cola, etc. Et il nous présentait des exemples où on pensait que quelque chose était très bon pour l'environnement, puis au final, pas tant que ça. Et je me souviens, un des exemples qui m'avait énormément marqué, c'est qu'il nous avait demandé qu'est-ce qu'on pensait qui était le plus néfaste pour l'environnement dans la production d'une bouteille de Coca-Cola, de sa production à sa consommation. Et tout le monde, bon voilà, le transport en avion, l'extraction d'eau, etc., etc. Et finalement, c'était les 2 semaines où ça reste dans le frigo à rester au froid parce que ça consomme énormément d'énergie. Et pour moi, c'était un grand eye-opening de genre, ok, on a une vision des choses qui est pas forcément genre exactement comment ça se fait dans la vraie vie. Et du coup, nous, on est quand même assez prudents sur les chiffres qu'on avance parce que c'est beaucoup plus compliqué de ce qu'on croit de vraiment mesurer l'impact qu'on a. Donc, on essaie au mieux, mais je pense pas qu'on a encore la méthode parfaite. Et pour vous, l'impact, c'est des économies de CO2, c'est ça? Ouais, nous, on voit ça comme ça, surtout que l'Allemagne, donc là, on est principalement actif. Ils sont sortis du nucléaire complètement. Ils dépendent énormément aujourd'hui du gaz russe et des énergies fossiles en général. Donc là-bas, le pari des énergies renouvelables, il est vraiment important. Et c'est pour ça que le gouvernement soutient aussi beaucoup ça. Enfin, là, il y a des élections, ça pourrait changer. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ils soutenaient énormément le développement. Il y a d'autres impacts que vous... Parce que ton exemple avec la bouteille de coca, une fois... Oui, évidemment, moi, j'y aurais pas pensé non plus à cette consommation des frigos. Il y a d'autres impacts, vous, que vous posez peut-être des questions sur ça serait bien de le mesurer ou pas? Nous, un des grands trucs qu'on aimerait réussir à mesurer mieux, c'est le fait que les panneaux solaires, aujourd'hui, sont à 95% produits en Chine. Donc, aujourd'hui, on voit que les derniers producteurs panneaux solaires européens, il y a Meyer Burger en Suisse qui est en train de faire faillite. C'est vraiment, le marché a été écrasé par la Chine qui a subventionné énormément, en fait, subventionne cette industrie, et du coup ils arrivent avec des coûts tellement compétitifs que finalement c'est impossible de rivaliser pour les sociétés européennes. On voit qu'il y a la même chose qui se passe aujourd'hui dans le domaine des batteries, donc ça c'est un des domaines qui est le plus intéressant en ce moment. Je peux en toucher 2-3 mois après, mais donc on voit que finalement si les panneaux solaires sont produits en Chine avec des énergies fossiles, finalement, on a quand même un impact négatif. Donc, il faut réussir à mesurer, quel est vraiment l'impact total. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à le faire, mais on y travaille. Alors, tu peux nous en dire plus pour... Oui, là, on rentre un peu dans le domaine vraiment de ces installations, de qu'est-ce qu'on fait. Pendant très longtemps, je pense que le panneau solaire, c'était un peu l'exemple type des énergies renouvelables. Tout le monde sait ce que c'est. On en voit sur beaucoup de nos maisons aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte dans certains pays, notamment en Hollande où on est présent, qu'ils ont eu un problème un peu paradoxal, parce qu'ils ont trop de panneaux solaires. Et pourquoi ils ont trop de panneaux solaires? C'est simplement qu'en fait, le défaut des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont pas continues. Donc la production d'électricité, elle va être très forte quand il y a du soleil, ou quand il y a du vent, ou quand il y a... Voilà, et elle va être très basse dans les autres moments. Et du coup, le réseau électrique, le grid, il va devoir supporter ces afflux massifs et dans les deux sens en fait. Et ça demande donc beaucoup d'investissement dans le réseau électrique pour le permettre d'être assez robuste pour supporter ces afflux massifs. Et en Hollande, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement ou les sociétés qui gèrent le réseau électrique, on peut plus investir des milliards par année. Et donc, tout simplement, ils ont fait un choix très très drastique. Ils ont dit aujourd'hui, le gouvernement ne va plus racheter votre électricité. C'est-à-dire que si tu produis, je sais pas, 100 kWh d'électricité et que tu en as trop parce que tu produis la journée et que toi t'es pas là et que tu consommes pas d'électricité, tu vas la donner au réseau. Aujourd'hui, ils te la rachètent, demain, ils te la rachèteront plus. Donc, forcément, la rentabilité économique de tes panneaux solaires est beaucoup plus basse. Et c'est là où les batteries interviennent parce que on se rend compte que ce problème qui arrive dans les pays où il y a beaucoup d'adoption du solaire va arriver dans tous les autres pays aussi. C'est juste une question de temps. Et les batteries, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, en fait, tu vas stocker, l'énergie qui est produite par tes panneaux solaires la journée pour ta propre consommation le soir, pour charger peut-être ta voiture électrique, pour faire marcher ta pompe à chaleur électrique. Donc il y a toute une électrification de la maison qui est clairement la maison du futur, j'ai aucun doute là-dessus. Et les batteries vont jouer un rôle crucial parce que finalement elles vont permettre de pas surcharger le réseau et de permettre aussi de rendre tout ça viable.
Et en plus, le deuxième aspect positif des batteries, c'est qu'elles peuvent aussi servir, justement, quand le réseau est surchargé, en fait, elles peuvent être connectées au réseau et de manière intelligente, elles vont venir décharger le réseau du surplus et au contraire. Donc, on peut aussi rendre ces services, en fait, au réseau. Alors, souvent, aujourd'hui, c'est des grandes batteries qui peuvent faire ça. Pas tout le monde peut faire ça. Mais dans le futur, l'idée, ça commence déjà, c'est qu'on connecte plein de petites batteries ensemble. Et en fait, elles opèrent comme une grande batterie. Et elles fournissent ces services au réseau qui sont rémunérés ensuite. Donc voilà, je pense que il y a vraiment un monde hyper intéressant. Je pense que c'est clair qu'on va dans un monde électrifié. Et donc, qui dit électrification dit il nous faut des batteries et des meilleures batteries. Mais le challenge, je pense que pour l'Europe, ça va réussir à recommencer à produire et continuer à produire des batteries européennes et pas non plus dépendre à 100% de la Chine. Dans tout ce voyage que tu fais à travers le code d'abord, à travers maintenant ta start-up dans les énergies renouvelables, le fait d'être avocat, d'avoir fait droit, ça t'a apporté quoi ? Alors, faut que je fasse attention à ce que je dis si mes anciens patrons m'écoutent. Non, je pense que énormément en soi. Alors, je pense que le droit en tant que tel, je l'utilise pas tant que ça. Même si, bien sûr, je pense que tout entrepreneur, ça aide de pouvoir faire des contrats soi-même, de pouvoir savoir comment créer une société, etc. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, honnêtement, la rédaction de contrat est à la portée de tout le monde. Donc, je pense pas que ça m'aide vraiment dans mes opérations, parce qu'aussi, dès qu'on a besoin de sujets légaux, c'est souvent c'est quand on a levé cette levée de fonds de 100 millions, ça demande des compétences très spécifiques, hein. C'est un droit que je connais pas. Voilà, moi, je faisais du judiciaire, commercial. Je connais pas comment faire structurer des asset-backed securities. Donc, je suis pas si helpful que ça. Par contre, je pense que ça m'a donné quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien, c'est cette structure. Parce que le droit, c'est très structuré. On a toujours la loi, le cas d'espèce, donc les faits, et ensuite, on applique le cas d'espèce à la loi, et puis on obtient un résultat. Et finalement, moi, du coup, ça m'a créé un peu cet esprit un peu cartésien que j'ai appliqué en développant les plateformes, que j'applique toujours juste en gérant le produit, où je suis très ancré dans la data, dans ce que je vois, et ça, je pense que ça m'aide clairement. Merci. Et si alors aujourd'hui, le Valentin d'aujourd'hui, il pouvait aller parler au Valentin, peut-être qu'on l'imagine, si tu as fait tes études ici au collège, avant de choisir droit, tu lui dirais quoi ? Je dirais de partir à l'EPFL. Pourquoi ? Non, juste parce que moi, comme je disais, ça a été une frustration pendant longtemps de pas être capable de moi-même exécuter les idées que j'avais dans la technologie. Je te donne un exemple. Pendant le Covid, au tout début du Covid, il y avait tout ce mouvement il fallait rester chez soi, il fallait aider. Et j'avais pensé à une idée d'application où en fait on pouvait prouver qu'on restait chez soi et créer des sortes de récompenses, un peu gamifier ce sujet qui était pas forcément super sympa. Et finalement, on l'a fait, mais de nouveau, j'ai dû recourir à un ami développeur, on discute, etc. Et si je pouvais juste m'enfermer dans ma chambre et coder une nuit et le faire, j'aurais adoré. Donc c'est sûr que moi je pense que la technologie, on est aujourd'hui vraiment, je pense que ça n'a jamais été un meilleur moment pour lancer une startup, pour être honnête, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Enfin, le no-code est un super exemple. Ce que j'ai fait tout seul en 2 mois, à l'époque d'Infinite, je me souviens, ça nous avait pris 6 mois à 4 développeurs. Donc je pense qu'on est vraiment à un point où on a vraiment de plus en plus d'outils pour le faire. Mais oui, si je pouvais revenir en arrière, je pense que quand même si de nouveau je regrette pas du tout, j'adore le droit et je me verrais même repartir dans cette direction plus tard. Mais c'est vrai que ça a été une frustration pendant pas mal d'années. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi Simon. Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre avec Valentin, cofondateur de Clover. Ce que je retiens particulièrement de cet échange, c'est l'importance de l'apprentissage par l'action. Valentin illustre parfaitement comment on peut construire une start-up à succès en osant tester, en expérimentant vite et pas cher sans attendre la perfection, et surtout en développant des solutions rapidement pour valider ses hypothèses en les confrontant avec des vraies personnes. Ça, c'est vrai, Valentin, il nous raconte comment il doit s'enfermer quelques jours, quelques semaines dans sa cuisine pour développer ses premières itérations technologiques, mais c'est toujours très rapide. Et le but, c'est pas de faire pour la beauté du geste, non, le but, c'est vraiment de pouvoir tester avec des premiers utilisateurs. Son parcours est aussi une illustration que les belles aventures entrepreneuriales naissent souvent des rencontres et des associations avec les bonnes personnes. Et c'est souvent l'enjeu majeur de la réussite entrepreneuriale, à quel point la mayonnaise prend, si vous me passez l'expression, entre les cofondatrices, cofondateurs.
L'histoire de Clover, avec la fusion entre plusieurs cofondateurs issus de contextes très différents, montre que cette alchimie humaine et que la complémentarité des compétences sont des leviers majeurs si on veut scaler vite et fort. Et j'ai trouvé très intéressant de voir comment Valentin va là encore tester cette alchimie en collaborant d'abord avant de finaliser les contours de l'association. Et on comprend en l'écoutant Valentin, qu'il a la capacité, j'ai presque envie de dire qu'il a le don, d'écouter son instinct quand il s'agit d'humains et de relations humaines. Et je pense que toutes celles et tous ceux qui ont eu des expériences d'association, qu'elles soient réussies ou pas, savent à quel point ces enjeux de relations humaines sont très souvent impossibles à prévoir de manière parfaitement rationnelle et parfaitement cartésienne. Et c'est là, selon moi, toute l'importance de faire confiance à son instinct et à son ressenti, même si ça peut paraître totalement irrationnel et donc faux. Mais on parle d'humain, donc l'instinct, moi j'y crois en tout cas. Et enfin, un point essentiel que Valentin nous a partagé, quand on entreprend, ou quand on veut créer une licorne ou une petite PME, c'est cette notion d'avoir une vision. Et avoir une vision qui soit à la fois ambitieuse et claire, c'est crucial, encore plus quand on est une start-up à impact, parce que énoncer une mission comme connecter 1 milliard de personnes aux énergies renouvelables, ça peut sembler quelque chose de très lointain, un peu idéalisé, mais c'est la clarté dans le cas de Clover qui va attirer les investisseurs et qui va permettre de recruter les meilleurs talents et d'aligner les équipes et de les garder très motivés. L'enjeu, c'est donc de créer une tension positive entre cet idéal à long terme avec des objectifs concrets à court terme. Autrement dit, selon moi, avec l'expérience de Valentin, une vision seule, ça suffit pas. Une vision, elle doit être traduite en actions mesurables et c'est très clair. Et c'est ce que fait Clover en déclinant sa mission grâce aux OKR, qui permettent de guider justement les actions à travers des milestones mesurables pour voir que toute l'entreprise progresse. Dans le cas de Clover, c'est le nombre d'installateurs onboardés, le volume d'énergie financée, les nouveaux marchés à ouvrir, etc., etc. Mais ce qui compte, c'est pas juste de rêver grand, c'est d'ancrer ce rêve dans des résultats concrets et atteignables pour avancer un pas après l'autre vers un impact réel. Voilà, et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec 2, 3, 4, 5 amis entrepreneurs qui pourraient s'y retrouver et vous pouvez nous laisser également en avis sur la plateforme d'écoute. Pour rester informé de l'actualité entrepreneuriale en Suisse romande, abonnez-vous à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site genilem.ch. C'était Cyril Delaval, coach au sein de Genilem. Merci pour votre écoute et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bye bye.